Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement tricot. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode en français. On est mi-août, il fait encore très beau, moins chaud. Voilà, donc, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. J'ai une publication importante d'un de mes patrons, j'ai pas mal de projets finis. Des nouveaux en cours, des laines à vous montrer, je vais aussi parler filage, point de croix, et voilà, et oui, et je vais aussi vous parler d'un livre tricot. Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo, donc si vous voulez passer quelque chose, n'hésitez pas. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que mes liens vers mes réseaux sociaux, etc. Avant de commencer à parler de mes projets, je voulais faire une petite mise au point sur l'organisation de la chaîne et notamment sur la répartition anglais-français. Donc ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant, j'ai reçu quelques messages de la plupart de gens bien intentionnés qui se posaient juste des questions et d'autres quand même, voilà, pas très agréables. Mais bon, vous savez, c'est toujours minoritaire. Et donc je voulais juste revenir là-dessus pour que tout soit clair et que éventuellement les nouvelles personnes qui n'auraient pas vu mes premiers épisodes en français et qui seraient un peu perdues sachent en fait ce qu'il se passe sur cette chaîne. J'ai podcasté pendant plus d'1 an en anglais et je continue à faire majoritairement mon contenu en anglais. C'est un choix personnel, hein. J'ai des personnes proches dans mon entourage qui voulaient regarder et qui ne parlent pas français. Je tricote pas en français, j'étais bien plus au fait et présente dans la communauté anglophone avant. Et puis, qu'on le veuille ou non, l'anglais c'est la langue la plus largement comprise aujourd'hui. Mais bref, je veux quand même échanger en français aussi, je trouve que c'est important puisque j'en ai la capacité de faire du contenu accessible aux non-anglophones. C'est pour ça que mon Instagram est maintenant dans les 2 langues, je publie mes patrons dans les 2 langues, blablabla. Et pour le podcast, j'avais décidé de faire un épisode en français 1 fois par mois. Cet épisode mensuel reprendrait en fait tous les épisodes anglais hebdomadaires qui restent hebdomadaires. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et plus de 90% des gens préféraient que je garde les 2 sur la même chaîne plutôt que d'avoir une chaîne française et une chaîne anglaise. Et quand on regarde les autres podcasteurs qui podcastent en plusieurs langues, c'est aussi comme ça qu'ils font. Et très franchement, gérer plusieurs chaînes, c'est compliqué. Et il y a pas mal d'entre vous en fait qui suivent les 2. Donc voilà, la plupart des gens préféraient que tout soit ensemble. Et je pense que ce que les gens n'ont pas compris, et la raison peut-être de certaines déceptions, c'est que, je le dis et je le répète, tout le contenu en anglais sur cette chaîne est répété dans les épisodes en français. Vous ne ratez rien si vous ne voulez ou pouvez pas regarder les épisodes en anglais. C'est même mieux en fait parce que j'ai tendance à faire des épisodes en français plus synthétiques et plus techniques et souvent je vais plus en profondeur sur certains points que je passe un peu rapidement en anglais. Le seul contenu uniquement anglophone sur ma chaîne, c'est les vidéos Project Focus. Donc c'est les vidéos où je fais un projet de A à Z. Et en fait, ces vidéos, je les sous-titre en français. Je sais que c'est pas pareil, mais en fait, je parle un peu moins dans ces vidéos et c'est juste pour vous dire que je fais quand même attention à ce qu'il n'y ait pas de contenu pas accessible aux francophones sur ma chaîne. Et donc, quand je vois ce genre de réactions, quand elles sont désagréables, c'est un peu ingrat en fait. Enfin, je vais pas me... Il n'est pas question de me lancer des fleurs parce que j'ai la grandeur d'âme de parler en français, on est bien d'accord, mais c'est juste un peu décalé en fait. Donc voilà, je trouve ces commentaires un peu inutiles et en plus ils sont désagréables, c'est juste absurde. C'est très simple en fait et ça vaut pour tout, si ça ne vous convient pas, ne perdez pas votre temps. Un contenu qui est en ligne ne vous oblige pas à y réagir s'il ne vous convient pas. Je trouve un peu ridicule de protester contre quelque chose qui ne nous est pas imposé, donc profitez simplement de ce qui est mis à votre disposition. Si ça vous ennuie en fait de voir sur votre fil d'abonnement YouTube toutes mes vidéos en anglais, ce que je comprends tout à fait, ne vous abonnez pas. Vous pouvez utiliser la barre de recherche, regarder sur Instagram quand je mets le lien vers l'épisode en français.
Et une bonne solution, c'est d'enregistrer en fait la playlist Yarnflex en français. Je mets tous mes épisodes en français dans une même playlist. Donc vous pouvez juste sauvegarder ça en fait, et elle s'actualisera au fur et à mesure que je publierai de nouveaux épisodes en français. Ça vous évite en fait de vous abonner à la chaîne et de voir tous les trucs que vous pouvez pas regarder. Voilà. Donc, pour profiter à tout le monde et aux éventuels nouveaux qui arriveraient sur la chaîne, je pense que c'est une bonne idée que je dise en début d'épisode rapidement que je fais des podcasts hebdomadaires en anglais et que tout est repris une fois par mois en français. Je pense que je ferai une petite phrase comme ça, et comme ça ce sera plus clair et personne sera confus ou déçu, et les personnes qui sont outrées de l'usage de l'anglais, ce sera clair et net pour elles dès le début. Voilà, donc ça c'est fait. Je m'excuse de commencer par ça, mais je voulais que les choses soient claires pour ceux qui sont juste bien intentionnés et qui se posent des questions. Et voilà, et donc on va passer tout de suite au tricot. J'ai publié sur Ravelry un nouveau patron. Donc je vous l'avais montré en tant que projet en cours, il me semble. Et je vous l'avais vite fait montrer quand il était fini, je l'avais porté. Mais voilà, je veux vous en parler maintenant qu'il est sorti en fait, comme ça vous voyez de quoi je parle. Donc c'est le pull Tolosa. Donc c'est mon premier patron de pull. Et voilà. Donc c'est un pull avec une coupe raglan, c'est un peu un pull de demi-saison, voilà, avec un effet au niveau de la forme qui est un peu soit blousant en fait, avec pas mal d'aisance au niveau du buste, et qui naturellement se resserre vers la taille grâce à ces textures qui sont sur les côtés, les côtes torse, voilà, sur les deux côtés. Et en bas, le bas du pull a ce panneau de My Torse aussi qui resserre aussi à la taille. Donc soit vous pouvez le faire comme ça, comme je l'ai fait, c'est la façon dont je le porte sur mes photos. Soit on peut choisir un peu plus d'aisance, et là on a un effet un peu plus boxy. J'ai quelques testeuses qui ont choisi cette option et c'est aussi très joli. Voilà. C'est un pull qui est plutôt simple. Certaines de mes testeuses étaient plutôt débutantes, c'était soit leur premier pull, soit elles n'avaient pas fait de pull depuis très longtemps, et pas selon cette méthode. Donc ça se tricote en rond, du haut vers le bas. Et du coup je pense que c'est tout à fait abordable comme pull si on n'a pas envie de juste faire un pull en jersey. Les motifs sont pas compliqués du tout. C'est des My Torse, c'est des petites torsades. Donc il faut, si vous n'avez jamais fait ça, il faut peut-être suivre, mais d'un autre côté, vous voyez que c'est assez géométrique, donc c'est facile de voir où vous en êtes. Il y a des instructions écrites et un diagramme, des diagrammes, et voilà, et il est dispo en français, évidemment. Et j'en suis très contente, il me plaît beaucoup ce pull. C'est assez précieux pour moi parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon premier patron de pull. Un peu stressée, j'espère qu'il vous plaît et que vous aimerez le tricoter. Voilà, le pull Tolosa, parce que évidemment la couleur, je parlerai de la laine dans un petit moment, évidemment la couleur qui est cette espèce de brique absolument magnifique, et l'aspect géométrique un peu architectural. J'ai pensé aux briques de Toulouse en fait. J'habite à côté de Toulouse. Vous savez où j'habite, puisque je fais des captures d'écran de la météo sur mon téléphone pour me plaindre, et donc vous savez que j'habite dans le Tarn. Voilà. Donc voilà, le pull Tolosa. Alors, l'échantillon est de 22 mailles pour 10 cm. Moi j'ai utilisé de la fingering pour un tricot souple, un peu lâche, pas non plus transparent, puisque ma laine est gonflante.
Vous pouvez le faire en sport, en déca, vous regardez mes versions test et vous verrez que certaines testeuses ont fait comme ça, pour un tissu un peu plus dense. Et donc la laine que j'ai utilisée, c'est de la Belle Époque de Maison Corlaine, en coloris Sibylle. Donc c'est un fil qui a une excellente définition, il est bien gonflant, donc pour vraiment les pulls comme ça qui ont un échantillon lâche en fingering, c'est parfait. Et regarde cette définition et pourtant, voilà, je vous le dis, c'est un échantillon de 22 mailles, donc en théorie, quand on fait des motifs comme ça, ça pourrait être compliqué, mais ça ressort tellement bien. Donc je vous conseille, si vous choisissez une figurine, de faire attention à la définition de point. Et la laine de Maison Corlaine est impeccable. Au niveau de la composition, c'est 80% Merino Superwash et 20% soie. Donc la soie qui apporte un peu de tenue, du brillant et qui renforce la définition. Et donc c'est de la laine Superwash, donc qui est moins imperméable et un peu moins chaude. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai fait un pull de mi-saison à manches courtes pour porter sur une robe ou avec une sorte de veste. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose à propos de la laine Superwash, quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Vous savez que les fibres de la laine, en fait, ont une propriété d'absorption d'humidité, et que quand la laine absorbe l'humidité, elle dégage de la chaleur. Je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que les pulls en laine sont imperméables et tiennent chaud. Et du coup, comme le processus Superwash, en fait, le processus chimique, lisse ces fibres, une laine Superwash va être moins imperméable, en fait, à l'eau. Et j'avais vu une story Instagram, alors je sais plus qui avait fait le test, en fait, sur des échantillons de tricot, un avec une laine Superwash, un avec une laine non Superwash, et ils avaient mis quelques gouttes d'eau sur l'un et l'autre. Et c'était assez marrant de voir que sur la laine non Superwash, en fait, les gouttes restaient en surface de l'eau. En fait, l'eau ne pénétrait pas facilement, pas du tout même, dans le tricot non Superwash. Alors que la laine Superwash absorbait très facilement l'eau. Donc la laine au naturel, en fait, qui a cet effet un peu déperlant. Une grosse araignée là-bas. On va voir. Des araignées partout. Qui s'était fait un peu déperlant. Les fils s'accrochent en fait pour rejeter l'eau. C'est un peu peut-être le même principe que le feutrage, hein, c'est pour ça. Et du coup, la Superwash devenait humide bien plus facilement. Elle rejette pas l'eau, ce qui est peut-être logique vu qu'elle est censée y résister. Donc, je trouvais ça intéressant et c'est peut-être une petite explication de pourquoi les laines Superwash sont moins chaudes que les laines non traitées Superwash. D'où le fait qu'elles soient pas mal pour des pulls légers. Donc il est disponible sur Ravelry et il y a un code promo donc qui est le code Tolosa qui donne moins 20% sur le prix du patron et qui sera valable jusqu'à dimanche. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voulais juste voilà, vous le remontrer, remercier en fait mes testeuses, puisque c'était que des femmes. Et du coup je voulais aussi donner quelques mots sur le processus de test en fait, et vous dire que le plus important en fait quand vous participez à un test, je parle pour moi mais je pense que c'est des choses basiques donc je pense que je vais rien dire de choquant pour les autres créateurs. Important, c'est de communiquer. C'est la principale règle pour moi et c'est important. J'ai eu quelques mésaventures donc je voulais en parler rapidement. Tester, c'est pas juste partir avec le patron gratuit. Voilà. J'ai besoin de votre aide en fait et mon travail dépend de votre honnêteté et de votre application à faire le test et à ensuite mettre une page projet Ravelry avec des photos, blablabla. Je n'ai pas besoin de tricoteurs très expérimentés qui savent tout faire très vite, c'est pas ça dont j'ai besoin. Mes meilleurs testeurs en fait se sont excusés de ne pas avoir fini le pull à temps et d'avoir posé trop de questions, mais c'est exactement ça qu'il faut faire en fait. Il n'y a jamais trop d'échanges au cours d'un test. C'est aussi l'intérêt pour vous de tester en fait, hein. Vous n'avez pas juste le patron,
L'idée c'est que je sois là à 100% pour vous et que j'ai beaucoup plus de temps pour personnellement vous aider dans votre projet. Donc me tenir au courant de votre progrès régulièrement, m'envoyer des photos, me poser des questions, même si c'est idiot, c'est jamais idiot d'ailleurs, me prévenir si vous n'êtes pas dans les temps pour quelque raison que ce soit, c'est ça ce dont j'ai besoin. Si j'ai des impératifs de temps sévères ou quoi que ce soit, je le dirai en avance, mais je ne mords pas. Et tout le monde a une vie, il n'y a aucun problème tant qu'on tient au courant en fait. Parfois les choses se passent pas comme prévu, c'est absolument pas grave. Ce qui est grave, c'est de se proposer pour un test, et de prendre le patron, et puis après, pouf, on disparaît. Voilà. Que ce soit juste parce que vous êtes malhonnête, ou parce que vous avez vraiment un souci, ce qui arrive, c'est juste décevant si on prend pas la peine de prévenir le créateur, en fait. Et du coup, là, je me retrouve avec une mini blacklist, ce que je trouve infâme, hein, mais je me sens obligée de le faire. C'est une source de stress et de vulnérabilité pour un créateur, je pense, de dépendre de testeurs. Donc, quand on s'engage, la priorité, c'est vraiment la communication. Bref, pour finir sur les héros du jour, je voulais vraiment vous dire que je suis extrêmement reconnaissante à mes testeuses pour ce pull. Et je suis assez nerveuse, c'est mon premier patron de vêtements et vous m'avez beaucoup aidé. Et je vous conseille vraiment de regarder leur version test parce que il y en a qui ont fait des choix de laine très différents. Beaucoup ont suivi une aisance un peu plus importante que ce que moi j'avais fait. Donc ça vous donne vraiment deux idées. Les deux idées que je voulais en fait pour la coupe du patron. Elles ont fait un super boulot et vraiment je suis super contente. Voilà. J'ai d'autres objets finis sur lesquels il va falloir que je commence parce que sinon cet épisode va faire 3 heures. J'ai fait des chaussettes. Je pense que je vous les avais montrées quand je les avais commencé. Mes petites chaussettes arc-en-ciel. Là. Oula. Oui. Oh oui, c'est bizarre. Voilà, c'est des chaussettes toutes simples en jersey, avec une laine que j'avais teinte pour que ça fasse un espèce de gris avec les couleurs de l'arc-en-ciel, des côtes de 2, petite texture en vert, un orteil bizarre pour faire comme les côtes. Voilà. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de vous parler de ma méthode de base pour faire des chaussettes. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais voilà, plutôt que de juste vous montrer, j'ai fait des chaussettes. Je voulais juste voilà, vous dire ce que je fais moi. Je tricote beaucoup de chaussettes. Je voulais juste vous dire comment je fais. J'utilise un échantillon, je fais un échantillon au moins de 35 mailles sur 10 cm pour avoir un tissu un peu dense parce que les chaussettes, faut pas que ce soit lâche. En pointure, moi je fais un 39, je monte 60 mailles. J'aime bien que ce soit un peu serré. J'aime pas les côtes, donc en général, je fais des côtes très petites. Là, c'est même long par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est vous dire. Au niveau du talon, puisque c'est, je pense, ce qui pose le plus de questions quand on veut commencer à tricoter des chaussettes, moi, le talon qui me va le mieux, c'est le talon avec renforcement et à gousset. J'aime aussi le tricoter, je connais les chiffres et la méthode par cœur, donc ça va. Mais j'ai pas un coup de pied très haut, donc je fais un renforcement de 32 rangs, donc ça fait juste un tout petit gousset en fait. Après je suis souvent paresseuse parce que forcément si on fait un gousset ça veut dire que c'est un peu plus long puisqu'on a plus de mailles sur cet endroit là. Donc je fais assez souvent des talons à rang raccourci à l'allemande qui me vont aussi, hein, puisque comme je vous l'ai dit j'ai pas un coup, on dit coup de pied, hein, enfin bref, j'ai pas besoin de beaucoup de place pour mon talon. Je préfère les rangs raccourcis à l'allemande au Fish Lips Kiss Heel, qui est un patron de talons à rangs raccourcis que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui utilise un autre système de rangs raccourcis. Le Fish Lips Kiss Heel, en fait, je trouve qu'il a une épaisseur. Ce serait peut-être une bonne idée de vous apporter des chaussettes pour vous montrer de quoi je parle. Alors, le Fish Lips Kiss Heel, voilà, il est là. Et vous voyez là, je suis désolée, c'est mes deuxièmes chaussettes que j'ai tricotées. Donc elles sont portées. Là vous voyez cette ligne en fait quand vous arrivez à la moitié du talon. Le fish slip ici, je trouve que c'est assez
ça fait vraiment une démarcation assez épaisse, alors que quand ça c'est mon patron de chaussettes, les chaussettes cordes, alors que les German Short Row, donc les rangs raccourcis à l'allemande, pardon, c'est quand même... Alors est-ce que je peux... Vous voyez là, enfin, du coup c'est une laine speckles, donc... mais voilà, là il y a vraiment une surépaisseur, alors que les rangs raccourcis à l'allemande c'est plus lisse. Voilà. Après j'aime beaucoup les talons après coup, j'aime bien les faire et surtout je les aime beaucoup pour les chaussettes à autorayante. Alors vous pouvez tout à fait, quand vous faites une chaussette autorayante, juste choisir un talon contrastant et faire un talon à rang raccourci. Mais ce que j'aime bien en fait avec les talons après coup, c'est que du coup ça refait les rayures sur le talon, vous voyez, donc ça... comme ça. Ceci est une laine de Lothing Yaffle sur Etsy, qui est une teinturière anglaise qui fait des très jolies laines autorayantes. Voilà. Ça c'était une laine de Yarn Baby et ça c'est de la Tuku-Wool. Je mettrai les références de tout ça sur les notes du podcast sous la vidéo. Et donc pour en revenir à ma méthode de chaussettes, pour la pointe en général je fais une pointe ronde. En fait c'est celle où vous faites un rang de diminution, vous tricotez 3 rangs pleins, un rang de diminution, 2 rangs pleins, une diminution, un rang plein et après que des diminutions. Ça fait une pointe un peu plus arrondie. Voilà ce que je préfère. Voilà. Et je diminue jusqu'à ce qu'il y ait 16 mailles. Et ensuite je fais un grafting. Voilà, donc c'est comme ça que je fais mes chaussettes et j'ai fini celle-ci, donc je vais voir parce que j'ai d'autres projets en ce moment qui sont un peu simples, juste du jersey, donc j'ai peut-être pas besoin de remonter des chaussettes tout de suite, mais on verra. Donc là on va passer un petit peu au moment où je vous montre des projets finis mais je peux pas vraiment vous les montrer. Puisque ce sont deux patrons de création. Donc le premier projet que je vous montre mais sans vraiment vous montrer, c'est mon châle Avellana, donc qui est en cours de test. C'est un châle triangulaire. Moi j'ai utilisé 3 couleurs, mais vous verrez en une couleur, il est très joli aussi. Et donc voilà, texture, torsade, côte, tout ça. Et je suis vraiment contente, il est très sympa. J'ai envie de me faire une version unie, mais je n'ai pas le temps. C'est un châle triangulaire. Je sais que certains pensent que ça fait bavoir. Il y a vraiment deux camps, hein, parce que les châles triangulaires ça fait bavoir, mais les châles en demi-lune c'est pas assez profond et c'est trop long. Il y a des entre-deux, hein. Moi j'aime bien les deux en fait, hein. J'ai vraiment aucun souci avec l'effet bavoir. Non, je sais pas. Mais voilà. Donc qui devrait sortir en septembre, j'en reparlerai à ce moment-là. Donc châle en fingering, j'ai utilisé ici Knit Away, donc qui est une teinturière anglaise dans le coloris Speckled Hen, Woolen Bull, oui, c'est un nom à prendre. Woolen Boon, teinturière américaine dans le coloris Dirty Chai, et ça c'est Cascade Heritage en charbon. Voilà. Donc le test se passe bien, mes testeuses sont super attentives et tant mieux parce que le patron est très long. C'est pas qu'il est compliqué, mais c'est juste qu'il y a 2 jeux d'instructions. Je sais pas trop comment faire, j'ai bien conscience que les gens vont acheter mon patron, ils vont voir qu'il y a 29 pages et qu'ils vont paniquer. Mais je le dis dès le début et je le redirai partout, il y a 2 jeux d'instructions, donc pas de panique. Et je donne plein d'idées pour le faire plus grand, le personnaliser, faire ci, faire mi. C'est pour ça qu'il est assez verbeux. Mais en soi, les motifs sont simples, ils se tricotent très vite. J'ai des testeuses qui ont fini. Voilà, donc c'est vraiment rien de compliqué. C'est juste que le patron est un peu long et que du coup, forcément, il y a des petites coquilles qui m'ont échappé et mes testeuses ont été très attentives là-dessus et c'est génial. Mais voilà. Deuxième projet fini que je vous montre sans vous montrer, c'est un bonnet.
je l'aime beaucoup. Donc c'était un bonnet en jacquard, le retour du jacquard, oui. Je fais peu de bonnets, donc je suis toujours un peu hésitante à chaque fois sur la taille, je sais jamais trop comment faire. Et en plus là, ce motif que je voulais absolument utiliser parce que je suis têtue, je l'aime beaucoup mais il est un peu, il est large en fait, c'est un motif de 40 mailles. Du coup c'est difficilement utilisable pour des pulls, ça doit être faisable, hein, c'est juste que c'est plus compliqué. Mais j'ai beaucoup de chance parce que sur un bonnet il est tombé pile poil pour faire une taille donc moyenne adulte. Alors voilà. Donc il n'y aura qu'une seule taille, je suis désolée. En fait ce qui se passe c'est que si vous retirez une répétition ça fait ça enlève ou ajoute 12 cm. Donc c'est beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand. Et en fait, hein, c'est pas mal comme style. Et en fait, je peux pas modifier le motif, il est pas facilement modifiable. À la limite, je pourrais le faire un tout petit peu plus grand en ajoutant l'espace ici. Mais je pense pas que ce soit utile qu'il soit plus grand parce que là, vous voyez, moi j'ai une tête assez moyenne petite et il est quand même confortable. Donc voilà, et je peux pas le faire plus petit. Donc voilà, il est prêt, il est bloqué, j'ai pris des photos. Je l'ai tricoté en Holst Garn Super Soft dans le coloris Nougat, Vintage Heather et la touche dorée c'est Gold Crest. Et voilà, c'est un bonnet facile avec un motif qui est quand même intéressant je pense. Pour un jacquard simple. Il est prêt, je le teste pas tout de suite parce que... Voilà. Donc j'en reparlerai peut-être vers octobre quand je demanderai des testeurs. C'est pas la peine de me dire maintenant que vous voulez le tester, vous me répondrez quand je vous poserai la question. Mais voilà, donc fingering ou fingering légère, l'échantillon est de 29 mailles, donc quelque chose de serré. Après, les bonnets, ce qui est bien avec les bonnets, c'est que c'est la manière la plus simple pour vous de changer l'échantillon et de vérifier que vous avez la bonne taille. Donc si vous avez besoin qu'il soit légèrement plus grand, vous faites un échantillon plus bas. Si vous avez besoin qu'il soit plus petit, vous faites un échantillon plus serré. Même si c'est compliqué de faire plus serré, mais voilà, la taille là, ça couvre, je pense, la majorité des têtes féminines. Voilà, et donc c'est le bonnet Milma. Milma qui veut dire laine en quechua. Le nom est une idée de mon copain que je harcèle pour avoir des idées de noms de patrons. Et en fait c'est assez marrant parce qu'à chaque fois que je lui montre quelque chose en jacquard, ça lui fait penser civilisation Inca, tout ça, blablabla, Amérique latine. Et c'est pas quelque chose qui me vient naturellement puisque je pense qu'on est très au fait des traditions scandinaves, mais quand on regarde en fait c'est vrai que ça fait un peu, surtout avec la touche de couleur or là, et ça fait très architectural, donc c'est vrai que ça ressemble. Voilà. Donc deux futurs patrons et on peut passer maintenant aux encours. Et j'ai deux encours qui sont aussi des créations des patrons. J'ai très envie de monter un pull en jacquard, soit le Northvale, soit un Marie Wallin. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai un poncho en alpaga. Alpaca. Que je suis non. Oh, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de changer une lettre? C'est ridicule. Le camélide. Donc, j'ai un poncho, le Sanders poncho, que je suis en train de tricoter en alpaca. Et c'est juste que c'est une mer de points de blé, donc c'est très long. Mais j'ai envie de finir ça d'abord avant de montrer un autre pull. Et du coup, là, je me retrouve avec que des encours qui sont mes propres créations. Mais voilà. Le premier, c'est... Alors, ça va être un châle.
que je vais appeler le châle triptyque. Et donc c'est un châle en demi-lune, impossible à montrer. Ça va être un châle en demi-lune. Et alors, déjà sur la forme demi-lune, je pense que vous savez quand vous montez un châle en demi-lune, souvent le début là, souvent c'est pas très joli. Ça fait une espèce de pointe comme ça qui altère la forme de courbe. Immontrable. Ça fait vraiment quelque chose d'assez épais, un petit bout comme ça qui rebique, ça fait une forme un peu de chauve-souris. Et j'ai vu en fait que la créatrice derrière les patrons Lyrical Knits, donc qui est sur Instagram, je vous mettrai tous les liens dans la description encore, elle a une méthode en fait pour éviter ça et pour faire en fait un départ de châle en demi-lune qui est les jeter. En fait, là vous voyez, là c'est mon montage, là. Donc c'est un peu tordu, c'est pas parfait, surtout que j'utilise de la DK. Je reviens là-dessus. Mais c'est beaucoup mieux et bloqué ça va être, je pense, parfait en fait, ça va vraiment faire la courbe de la demi-lune parfaitement sans avoir ce défaut du montage. Donc elle a fait un tuto qui est accessible si vous vous abonnez à sa newsletter en fait. Elle fait un tuto où elle montre comment on fait. Et donc j'y ferai référence dans mon patron. Puisque donc ceci est un patron que je suis en train de créer, et vous allez me dire, mais Audrey, on s'ennuie à mourir, c'est que du jersey. Oui. L'idée derrière ce patron, c'est d'avoir un châle multi-poids de laine avec un seul échantillon. Oui, je fais ça. Et après j'arrête de vous ennuyer avec mon histoire d'échantillon. En fait c'est pour vous encourager à comprendre ce qu'est un échantillon, que l'échantillon c'est la densité du tricot, et briser deux erreurs que je vois souvent. La première consiste à penser que l'échantillon égale un poids de laine. Non. Fingering c'est pas égal 26 mailles sur 10 cm. Déjà quel fingering, quelle composition, quel type de filage, puis est-ce que ça veut dire qu'on se cantonne à un seul type de tissu? C'est un peu dommage. On pourrait pas avoir du déjaugé pour le drapé, de la dentelle, ou de la densité pour des jacquards, ou des torsades, vous savez, des torsades très fines, très serrées là. Donc ça c'est une idée reçue, non. La deuxième erreur, c'est que l'échantillon, c'est pas la façon dont vous tricotez en fait. Que vous tricotiez serré ou large, ça n'entre pas en ligne de compte pour l'échantillon. Vous pouvez avoir l'échantillon le même que quelqu'un qui tricote pas du tout comme vous. Vous devez, si vous voulez suivre les patrons et que ça vous donne les bons résultats. Il faut juste changer le numéro d'aiguille. Donc il faut être conscient de son échantillon et pas se dire que c'est peine perdue, que moi je tricote serré et en plus j'ai pas la même laine que le créateur, donc j'arrive pas à avoir son échantillon. Voilà, j'aimerais bien montrer aux gens en fait que ça c'est faux. Voilà. Voilà, la bonne approche quand on veut faire un patron, c'est pas forcément quel poids de laine, mais quel échantillon. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais si vous commencez à y prêter attention, au bout d'un moment, vous saurez juste en regardant l'échantillon, c'est 20 mailles. Donc ce modèle, ça a besoin d'être un peu fluide, donc je peux utiliser une laine sport. Et faire comme ça, c'est beaucoup plus simple que devoir se retrouver à bidouiller en tricotant un modèle avec un échantillon différent. Ça se fait, mais personnellement, je trouve que c'est quand même dommage de payer un patron pour pas se servir du travail du créateur qui est quand même largement basé sur l'échantillon. C'est à partir de ça qu'on grade un pull, qu'on détermine l'aspect des textures qu'on veut utiliser, tout ça. Donc voilà, ce châle c'est pour vous montrer tout ça et j'espère que ça vous encouragera à faire des expériences et à pas avoir peur de cet aspect d'échantillon. Oui c'est des chiffres mais c'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment juste une question de densité de tricot. Donc là l'idée c'est que ça va être un châle, donc comme j'ai dit en demi-lune, en jersey avec, il y aura des motifs et je vais utiliser 3 poids de laine différents. Donc j'ai commencé avec de la DK, mon échantillon est de 19 mailles pas bloquées.
Là, donc c'est 19 mailles, pas bloqué. J'ai utilisé de la DK, donc là vous voyez c'est un tissu qui est équilibré, c'est le tissu disons standard, celui qu'on va vous écrire sur l'étiquette de la laine. C'est voilà, c'est pas transparent, ça reste souple, c'est pas voilà, c'est l'équilibre on va dire. Puis je passe à de la fingering, toujours en 19 mailles. Donc là j'ai le même échantillon sur les deux. Et ça c'est de la DK, ça c'est de la fingering. J'ai dû changer de taille d'aiguille. J'ai dû monter, j'étais en 4 mm, là je suis montée en 4,5. Donc voilà, donc là vous voyez c'est plus aéré, plus souple, un peu déjaugé. En bloquant ça va quand même s'étoffer et ça va pas rester très transparent et ce sera régulier, mais vous voyez quand même la différence. C'est le même échantillon, deux poids différents. Ça veut pas dire que ça, c'est pas bien, c'est juste que c'est quelque chose de différent. Et pour un châle, pour le coup, c'est un échantillon qui est assez classique en fingering. Alors quelque chose de très aéré. Et ensuite, je vais utiliser de la dentelle que j'ai oublié. Mais ce sera de la dentelle, un fil noir en dentelle. Et pareil, je vais avoir le même échantillon de 19 mailles. Je pense que je vais devoir monter d'aiguille encore, il faudra que je teste. J'ai fait des échantillons individuels, mais là du coup sur la forme du châle, je dois recalculer au fur et à mesure pour être sûr, remesurer pardon, au fur et à mesure pour être sûr que ce soit correct. Mais voilà, je pense que voilà, je change d'aiguille parce que peut-être on tient la laine différemment selon son épaisseur aussi, donc voilà. Tout ça ce sera écrit dans le patron. J'utilise de la drops, donc Lima Flora et l'autre ce sera de la lace. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc là, j'ai fait une bande en DK, une bande en fingering. Je vais faire une bande en dentelle, donc qui sera pour le coup vachement aérée et déjaugée. Et ensuite, je vais faire une espèce de motif. Je sais pas encore trop quoi. Mais voilà, donc le châle triptyque pour conclure ma bataille contre les échantillons. Voilà. Ce sera un patron qui sera gratuit sur Ravelry en fait. Je tiens à publier de temps en temps des patrons gratuits juste pour donner aux gens l'opportunité de tester mes patrons sans forcément acheter les yeux fermés dans le vide en fait quand on ne connaît pas forcément. On ne sait pas si quelqu'un, on aime bien la façon dont telle personne écrit ses patrons, si ça nous voilà, si ça me correspond. Donc voilà, ce sera un patron gratuit aussi parce que c'est pas vraiment un patron créatif, dans le sens où c'est un patron qui a un but. Voilà, je veux que ce soit un outil pour vous, pour que vous puissiez tester différents poids de laine et voir, ah oui, bon d'accord, c'est un seul échantillon et ça ressemble à ça dans ces différents poids de laine. Voilà. Il y aura quand même, parce que sinon je vais m'ennuyer à mourir, il y aura quand même quelque chose, des torsades. Pour ajouter un petit peu d'intérêt quand même à ce patron. Mais voilà, le châle triptyque sur lequel je travaille, qui j'espère sera prêt cet automne, on verra bien. Voilà. Et mon deuxième en cours que je vais vous montrer, c'est un nouveau projet et c'est aussi une création de patron comme je vous l'ai dit. Donc, et ça va être l'étole, une étole que je vais appeler l'étole lucarne. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que c'est de la dentelle. Regardez comme c'est joli. Voilà. Donc ça va être une étole rectangulaire avec, ça roule, je peux pas vous montrer. Donc j'ai fait une bordure au point de mousse qui se bloquera bien en place et avec donc des panneaux de dentelle. Ce motif là, j'ai fait une répétition de motif. Donc il y aura deux motifs différents, là j'en ai introduit un et voilà, ça va s'agencer d'une certaine façon sur l'étole rectangulaire. Mais voilà, c'est ce motif d'espèce de croisement qui est un motif très simple à faire. C'est vraiment c'est très agréable à faire. C'est de la dentelle qui est facile, c'est des jetés et des diminutions
C'est des diminutions relativement simples. Et c'est... Je sais pas, j'aime bien parce que ça fait un dessin en fait, et du coup c'est assez intuitif. Ça se fait que sur les rangs endroits, donc sur les rangs envers, on fait à l'envers, tout simplement. Donc c'est assez relaxant comme tricot. Vous avez des bandes aussi de jersey entre les répétitions, pour l'instant. Voilà, donc ça va être assez large. J'utilise, donc je vous avais déjà montré cette laine, j'utilise Knit Cosmic Strings, donc les teinturiers écossais Cosmic Strings, la base dentelle yak en fait, donc qui est mérinos, yak et soie, qui, j'en avais parlé, c'est d'une douceur, c'est génial, c'est merveilleux, c'est fabuleux, dans la couleur Penny. Et c'est un plaisir à tricoter, c'est particulier, hein. C'est bon, de la single, et du coup c'est pour ça que je l'ai mis en pelote à la main, parce que de manière générale la single, de mettre en cake, j'arrive pas, ça m'énerve. J'arrive jamais à quelque chose de net, ça s'en mêle et c'est fragile et puis du coup j'avais envie de... C'est une laine tellement luxe que je sais pas, je trouvais le processus de faire cette énorme boule agréable et méditatif, et voilà. Et à tricoter c'est intéressant, je trouve qu'elle a une très jolie définition, ça rend mieux que ce que je pensais que ce serait un peu plus brouillon et tout, mais non, ça rend de façon très nette, et ça j'en suis très contente. Et c'est pas pareil à tenir que d'autres singles, les singles de Merino classiques, vous savez, ça paraît plus léger, bon forcément c'est de la dentelle, mais je veux dire au niveau du toucher de la fibre, ça glisse pas forcément beaucoup, mais ça, voilà, ça a un toucher qui est très, très aérien, très agréable. J'utilise mes aiguilles Haya Haya. Je sais que certains disent Yaya en français, je trouve ça rigolo, ça fait très années 70, Yaya. Iya. Je sais pas comment on pourrait dire. Bref, Haya Haya. Et du coup c'est super léger, c'est fluide, c'est machin, c'est bidule. 3,25, ce qui me donne quelque chose qui est pas très déjaugé pour de la dentelle, mais qui est quand même léger et souple. J'espère avoir assez de laine, parce que ça va être assez large en fait. J'espère avoir assez de laine. J'ai une pelote de 100 grammes pour le faire aussi grand que ce que je veux. Sinon il va falloir que je me débrouille pour en acheter un autre, et j'ai pas forcément envie, parce que je sais très bien que si je commande sur Cosmic String, je vais repartir avec 50 écheveaux. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez avec cette pelote de 100 grammes. Mais c'est hyper agréable à tricoter, donc voilà. Ce sera très automnal. Et je vais avancer, et une fois que tous les motifs seront introduits, je pense que ça va être un patron assez rapide à écrire, parce que diagramme, je vais écrire il y aura des instructions écrites aussi, mais c'est juste que vu de ce sera de la mise en place, et ensuite ce sera les diagrammes, donc ça va être assez facile à suivre, j'espère, et du coup j'espère que dès que ça ressemblera à quelque chose, je pourrai le faire partir en test aussi. Voilà. Ce serait bien, je pense, avec n'importe quel fil dentelle, mais voilà, les dentelles des teinturiers indépendantes, vous savez, des fois elles ont des fils. Tôt le matin, il y a un fil en BFL, en dentelle, ça pourrait être très sympa aussi. Évidemment, on peut le faire en fingering aussi, même si, voilà, sur les châles, c'est pas très important d'avoir le même échantillon, machin. Il faut juste faire attention à ce qu'on aime le rendu et au métrage, en fait, parce que si vous utilisez pas le même échantillon, vous allez utiliser plus ou moins de laine. Voilà. Mais j'avais envie de le faire en dentelle pour la délicatesse, en fait, de la chose. Voilà, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais j'espère que la prochaine fois je pourrai vous montrer quelque chose de plus parlant.
Voilà, donc comme je vous le dis, je suis aussi en train de me battre avec mon poncho en alpaca. Et là vous vous dites, Audrey, tu avais commencé un châle Evenstar. Il est où? Eh bien, mon châle Evenstar, donc, qui est un châle circulaire en dentelle, que j'avais commencé effectivement, et pas mal avancé, eh bien je l'ai défait. Et parce que je ne l'aime pas. Voilà, je pouvais pas continuer en fait, il me plaisait pas du tout. Alors que, je suis déçue parce que je trouve vraiment le modèle magnifique. J'insérerai une photo ici. Je trouve le modèle est superbe, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Je pense que la différence avec mon châle Green Gables, donc que j'ai fini avant, mon autre châle en dentelle circulaire, et que j'avais tant aimé tricoter, c'est que pour le Evenstar, les motifs sont petits. Et souvent le corps des dessins est fait de jetés. Et du coup ça fait que tant que c'est pas bloqué, c'est assez irrégulier et c'est pas très joli. Ça ressemblait pas à grand chose et c'est ce qui me motive pas en fait sur la dentelle. On m'a aussi dit que peut-être c'était dû à ma laine et au niveau de la composition du fil, puisque j'utilisais de la Drops Lace, je ne sais plus parler. J'utilisais de la Drops Lace, donc il y a un mélange d'alpaca et de soie. Et je pense pas que ce soit ça, parce que du coup, pour le châle Green Gables et pour d'autres projets en dentelle, la Drops Lace m'a beaucoup plu. L'alpaga a quand même la souplesse nécessaire pour de la dentelle fine, et la soie apporte la tenue et la netteté du point. Par contre, je pense que c'est une question de grosseur du fil. Et je pense que Evenstar en fingering, pour moi ça marcherait beaucoup mieux. À voir. Je m'interdis pas une fois de faire un échantillon avec une figurine, enfin juste de le commencer parce qu'on commence au tout petit truc, de voir ce que ça donne. Un jour peut-être que j'arriverai à m'y remettre et à le faire, et je pense que j'essaierai une figurine parce que ça me plairait sans doute plus, même si mon échantillon en dentelle était serré, hein. C'est juste que pour la dentelle, c'est juste que je sais pas, ça ne fonctionnait pas. Bon, le châle serait moins délicat en fingering, donc c'est pas non plus une solution idéale, mais pourquoi pas. Parce que je le trouve vraiment très beau, hein, mais là c'était pas possible. J'étais pas du tout motivée, surtout que je me suis un peu blessée au coude il y a 2-3 semaines. Trop de torsade. Et j'ai une espèce de tendinite et j'ai toujours... En fait, j'ai plus mal. Je peux tricoter maintenant en faisant attention, je fais attention, hein, parce que j'ai pas envie de me pourrir complètement et de plus pouvoir tricoter du tout. J'ai plus mal, mais ça craque. Je sais pas si j'ai pas envie que vous entendiez, pardon, mais ça craque. J'ai tout qui craque beaucoup. Donc je pense que je me suis vraiment fragilisée. J'ai des articulations fragiles, j'ai des entorses partout, j'ai des rhumatismes à 26 ans, c'est ridicule. Mais là, je pense que je me suis bien fragilisée au niveau des tendons ici et de mes articulations du poignet. Donc je fais attention, j'alterne mes méthodes de tricot. Je tricote principalement à l'anglaise, mais je fais maintenant, là je fais mon châle triptyque, c'est tout en continental, hein, parce que c'est, voilà, en continental à l'endroit, en portugais à l'envers, je fais n'importe quoi, bref. Je sais tricoter de 3 méthodes différentes, à l'anglaise, en continental, et la méthode portugaise qui consiste à, peut-être que je vous montrerai un jour, ça vous intéresse si je vous montre, qui consiste à passer son fil autour du cou. La méthode portugaise en fait. C'est une méthode qui est très économe de mouvement, on bouge à peine, qui peut être très rapide. Quand sur le bon projet, avec la bonne laine et les bonnes aiguilles, j'arrive à aller très très vite, même quand j'avais commencé à le faire et que j'étais pas du tout à l'aise, qui est très intéressante en jacquard. Il faut que je me mette à le faire en jacquard. Et pour les points de côte, ou les points de riz, les points de... tous les points où il faut alterner endroit-envers, la méthode portugaise est très intéressante. Donc ça, plus la continentale, plus ma méthode anglaise, j'alterne pour utiliser différents mouvements. Mais voilà, le fait est que je me suis fait mal, j'ai presque pas tricoté pendant une semaine, et je pouvais pas me permettre d'avoir un fardeau, quoi. Si j'arrive à tricoter, il faut que j'avance sur mes patrons et sur des projets qui me plaisent vraiment. Et je pouvais pas, là, le châle Evenstar, ça me plaisait pas du tout. Voilà. C'est la première fois que je ne finis pas quelque chose, que j'arrête un projet en cours.
Mais je regrette pas du tout vraiment, et du coup ça m'a détendue, donc peut-être que ça m'a aidé à guérir. Mais ça m'a, voilà, du coup je suis beaucoup plus motivée, vous avez vu, j'ai commencé plein de nouveaux en cours, donc ça m'a, comme quoi ça me pesait. C'est dommage parce que c'était censé être un cadeau, mais bon, j'aurai d'autres cadeaux. Voilà. J'ai gagné en satisfaction et en tranquillité d'esprit. Voilà, donc c'est tout pour le tricot. C'est beaucoup. Euh, et j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas tricoté pendant une semaine, donc j'ai un peu fait tout ce qui me passait sous la main à la place. Mais je veux d'abord vous parler d'un livre tricot. Alors autant j'aime beaucoup les magazines et les collections de patrons, autant ce qui me plaît le plus dans les bibliothèques tricot, c'est les livres spécialisés. Donc, alors certes les dictionnaires de points, je veux tous les dictionnaires de points de l'univers, mais quand il y a un livre qui est spécifique à une technique, ça me plaît beaucoup. Et ça fait un moment que j'avais en tête ce livre, donc qui est Twisted Stitch Knitting. Donc le tricot de My Torse, voilà, qui est un vieux livre, une collection. C'est un livre qui est écrit par Maria Erlbach. Je parle pas allemand. Voilà, donc c'est un livre que j'avais dans mon viseur depuis un moment. C'est un livre sur la méthode de torsade et de My Torse. Et les motifs qu'on retrouve sur les tricots traditionnels autrichiens, Bavière, tout ça. En fait, vous savez, c'est ces stockings, comment on dit en français, les chaussettes hautes, là, les josettes comme ça. Là. Vous voyez les chaussettes des costumes traditionnels autrichiens et bavarois. Ces grandes chaussettes blanches souvent avec plein de motifs torse. C'est ça. Et moi vous savez, je suis grande fan de My Torse, grande fan de torsade, hein, voilà. Et du coup j'avais vraiment envie de me prendre ce livre. Donc je me suis pris et c'est une jolie collection. C'est un vieux livre. C'est pas facile. Les photos... Voilà, en fait, vous avez des photos en noir et blanc de la texture en question qui ont l'air un peu floues, qui sont un peu bizarres. Et ensuite, vous avez les diagrammes pour les reproduire. Diagrammes qui sont particuliers. Au début, en fait, il y a une introduction pour vous expliquer la méthode et vous donner quelques pistes pour lire ces diagrammes. Mais c'est pas instinctif, disons, hein. C'est vraiment pas les diagrammes. Déjà, il n'y a pas le nombre de rangs. Mais bon, il y a quand même la répétition, c'est pas infaisable, surtout que c'est souvent des motifs qui sont très petits. Et l'avantage de ce genre de motifs, c'est que, ça c'est très joli, c'est que c'est sans doute plus facile dans ce genre de situation de regarder la photo et de refaire le diagramme vous-même et de voir ce qu'il faut faire en fait pour que le dessin se forme. Plutôt que de se battre avec un diagramme qui est peut-être pas très instinctif. C'est compréhensible, enfin j'exagère un petit peu, c'est juste que je préfère vous prévenir parce que c'est vrai que quand moi je l'ai ouvert, j'ai eu un moment de qu'est-ce que c'est que 8 ? Ça veut dire quoi 8 ? Et ben 8 c'est une My Torse. Voilà. Donc il y a une introduction pour vous expliquer les particularités de ce type de tricot, les traditions, comment ça se fait, et notamment le fait que ces dessins en fait, ces dessins là de My... je vous en montre quelques-uns, j'essaie de vous trouver mes préférés pour vous les montrer. La particularité de ces motifs, c'est que les torsades se font tous les rangs. Donc si vous tricotez à plat, c'est sur l'endroit et sur l'envers. Si vous tricotez en rond, c'est tous les rangs. On a plus l'habitude d'avoir un rang avec croisement
et un rang simple en fait, où on tricote les mailles comme elles se présentent. Là non, en fait les croisements sont beaucoup plus denses puisqu'ils se font sur tous les rangs. Et c'est ça qui donne cet aspect si particulier à cette technique. Donc c'est une collection, il y en a beaucoup, il y en a combien? Il y en a 174. 174 motifs à arranger. Alors c'est des motifs, celui-ci je l'aime beaucoup. C'est des motifs verticaux, donc traditionnellement pour des chaussettes, des pulls, à insérer verticalement sur des châles. Voilà. C'est fin, c'est délicat, j'aime beaucoup ce genre de motif. Alors certains sont très très chargés, hein, et du coup c'est... Ça c'est superbe. Mais je regarde ça, mon coude il me dit non. non. Mais ce qui est bien, c'est que les diagrammes, quand bien même ils sont pas fabuleux, on voit bien le dessin. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que ce serait facilement adaptable. Donc on peut peut-être simplifier les choses, altérer un petit peu pour faire des choses un peu plus modernes. Même si moi je trouve ça très joli et je... une chaussette avec ça, pourquoi pas. Mais voilà. Donc il y a pas mal de motifs, plus ou moins simples, plus ou moins larges. C'est très joli ça. Voilà. Et il y a à la fin. Parfois vous avez aussi des dessins comme ça là. Quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bon. Voilà. C'est une collection qui est très intéressante, qui est spécifique. Mais faut pas avoir peur de devoir bidouiller un petit peu. Vous voyez? Et à la fin, vous avez des modèles. En fait, avec des agencements de motifs. Donc les chaussettes que je vous ai montrées. Et il y a aussi des pulls. Alors, ces chaussettes-là sont importables. On est d'accord? Enfin, ça fait vraiment un costume traditionnel. J'aime beaucoup ces motifs, mais à petite dose, on va dire, et surtout sur certains accessoires. En revanche, il y a des exemples de pulls et de gilets, et il y en a plein, hein. Il y a des modèles hommes, femmes, enfants, avec les instructions pour les tailles et les formes, et les diagrammes à chaque fois sur les arrangements de motifs choisis. Et là, tout de suite, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est tout. C'est marrant comme je porterai absolument pas les chaussettes, mais ça c'est tout à fait portable, peut-être sans les poches. Mais voilà, vous voyez le genre d'esprit de ce qui est possible de faire avec cette collection. C'est vraiment des motifs verticaux plus ou moins fins, donc à agencer ou à bidouiller pour adapter à d'autres choses. Voilà, il y a des pulls, il y a un modèle enfant, enfin... Voilà, alors les instructions c'est pas voilà, un vieux livre, mais ça reste quand même assez faisable, je pense. Mais c'est pas pour ça que j'ai pris le livre, j'ai vraiment pris le livre pour avoir l'inspiration et des points présentés. Voilà, donc c'est un livre qui est intéressant, qui est un peu inhabituel je pense, donc c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Et si ça vous intéresse de bidouiller et de créer vos propres... Ça peut être aussi utilisable en couverture aussi, des couvertures bébés, ça peut être sympa. Parce que vous n'êtes pas obligé de... Évidemment, là, la tradition, c'est vraiment de tous les aligner et d'en faire plein tous en même temps. Mais juste, voilà, des bandes de détails, sur des pulls aussi, forcément, ça, plein d'idées qui arrivent avec ce livre. Voilà, je pense que c'est une bonne source d'inspiration, c'est très spécifique, c'est peut-être moins accessible que la plupart des livres dont je vous ai déjà parlé ici, mais voilà, en tout cas c'est un livre intéressant.
Il y a quelques semaines, Blacker Yarns, donc une marque anglaise, a fait une petite une série de promotions en fait pour renouveler leur stock. Et évidemment, je me suis jetée dessus. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, Blacker Yarns. C'est une esthétique qui me touche. J'aime qu'ils soient si précis sur la composition de leur laine. Ils vont jusqu'à poster des photos des races de moutons utilisées. Tous les ans, ils sortent une laine spéciale anniversaire où ils utilisent la toison d'un mouton qui est une espèce rare ou en danger. Et puis ils donnent aussi des informations sur les techniques de filage des fils pour bien vous aider à choisir et donner des pistes sur les utilisations. Bref, je trouve que Blacker Yarns c'est une très très bonne marque pour se lancer dans la laine et aller un peu plus loin dans sa sélection de matières plutôt que de juste choisir la couleur dans la base qu'on prend tout le temps, qu'on a l'habitude, parce qu'ils sont très intéressants et en plus beaucoup de leurs qualités sont douces. Donc si vous êtes un peu réfractaire aux laines rustiques, c'est une très bonne idée. Et du coup, c'est une marque avec laquelle j'avais vraiment envie de créer. Et j'ai pris 2 qualités sur cette petite promotion. La première qualité que j'ai prise et que je vais tester, c'est la qualité Samite. Donc, qui est une laine fingering légère. Parce qu'elle a combien 500... Il est où le machin? Pardon, 460 mètres pour 100 grammes. C'est relativement fin, mais c'est une laine qui est cardée, donc qui va avoir plus de gonflant, qui va avoir tendance à avoir un échantillon plus souple. C'est un mélange qui a de la soie, donc il y a 20% de soie dedans, ce que je trouve très intéressant. La soie sur une laine cardée, c'est curieux. Disons que la soie qui est forcément lisse, brillante, souple, douce, on a plutôt tendance à l'introduire dans des fils peignés, justement avec la superwash, pour accentuer vraiment ce côté très, très lisse, très net du fil peigné. Et du coup là, le fait que ce soit un fil cardé, c'est vraiment très intéressant. On voit vraiment qu'il y a une profondeur au fil, il y a des petits bouts de fibres qui sortent, qui font un effet un peu chiné. C'est un coloris non teint en fait, donc c'est pas un coloris, voilà, c'est pas teint, c'est la couleur naturelle, Aspen Shiver. Et voilà, c'est très joli. Et donc là, le reste, les 80% de laine, donc c'est un mélange de Blueface Leicester et Shetland. Et il y a du Gotland aussi. Donc le Blueface Leicester forcément qui est doux, qui a une petite brillance, qui va très bien avec la soie je pense, qui a un joli drapé, qui est résistant. La Shetland pour l'effet un peu naturel qui je pense apporte beaucoup aux petites piques de fibres qui sortent un peu partout. Et il me semble qu'il y a aussi de la Gotland, donc qui est le mouton suédois ou danois, scandinave quoi, le mouton gris, qui a une toison argentée vraiment très très jolie et qui est une laine rustique mais avec une brillance intéressante. Du coup voilà, ça fait un mélange qui est très très sympa et qui est doux. Qui est doux au contact et qui a une texture riche. Alors c'est doux, c'est pas du mérino, hein, d'accord, je vous préviens. Mais c'est pas plus sec ou rustique que des Rio Natura. Voilà. L'idée, j'ai deux échos. L'idée c'est de faire un châle. Un châle avec un peu de dentelle, je pense, puisque j'aime beaucoup la dentelle sur des laines rustiques, mais il faut que ce soit très précis comme laine rustique, il faut que ça ait une texture particulière pour que ça fonctionne, que ce soit pas trop brouillon. Et je pense que j'ai vu des exemples de projets qui ont été faits avec cette laine, et je pense que ça va très bien marcher. Je n'ai aucune idée, je sais exactement quelle forme je veux, comment ça va s'agencer, mais je n'ai aucune idée du motif de dentelle que je veux faire. Je pense que je vais le dessiner. En fait. Je pense que ce serait aussi une laine intéressante pour le jacquard. Malgré la soie, elle
Elle doit très bien accrocher et elle est très fine. Donc à mon avis, à chaque fois que vous avez des patrons qui utilisent soit de la Hostgarde, soit de la Jamison's Spindrift ou la Two Ply Jumper. Il y a deux marques en fait, hein. Il y a Jamison's and Jamison's of Shetland, Jamison's of Shetland and Jamison's and Smith. Je ne sais pas, il y a deux marques qui ont quasiment le même nom, qui font quasiment la même laine. Ça embrouille tout le monde. Mais voilà, il y a la Spindrift ou la Two Ply Jumper Weight. Ce sont des laines Shetland fines, très utilisées pour les patrons de jacquard. Je pense que ce serait une bonne idée comme substitut. Alors après, un peu plus cher. Là vraiment la promotion était très intéressante, mais c'est pas excessif. Vraiment, si vous avez l'habitude de prendre des laines teintes à la main, Black Yarn ça reste quand même très abordable. Pour la qualité et la spécificité de leur travail, je trouve que c'est intéressant. Et la deuxième qualité que j'ai pris, c'est la Tamar Lustre en DK. Ils ont une version 4ply, donc fingering, et DK. La matière végétale un peu partout, c'est normal. Et donc ça, c'est une laine peignée, donc qui est plus lisse, plus ronde. Et c'est un mélange de Teeswater, Wensleydale et il me semble et du BFL. Je suis pas sûre que ce soit du BFL, l'autre. Mais non, parce que c'est une laine grise. Bref, il y a une laine là-dedans qui a une base grise. Et du coup, ce qui fait que quand il teigne par-dessus, bah, j'en ai déjà parlé, ça donne cette profondeur de couleur. Ça, c'est la couleur Kenzie, qui est pas vraiment rose, qui est plus une couleur violet glycine, un peu grisée. Un peu comme ça, ouais. Donc j'ai pris en DK, il y a 220 mètres ou 100 grammes. Et je pense que c'est un fil qui va très bien montrer les textures. Au toucher c'est pareil que l'autre, c'est un peu plus doux peut-être. Il me semble qu'il y a du Wensleydale dedans, donc le Wensleydale c'est un peu plus rustique, donc vous avez plein de petits fils qui sortent. Mais le mélange est très intéressant et encore une fois, j'en ai pris 3, je vais faire un châle, donc ce sera un châle plus d'hiver, plus chaud, ce sera de la DK. Je n'ai que 3, bon ça fait 700 mètres. Je suis pas trop sûre encore de ce que je vais faire, mais voilà. En tout cas, c'est une laine qui m'intéresse. Tant que je suis sur la laine, je voulais parler un peu du museling. Parce que j'ai pas assez de trucs à dire sur cet épisode, donc autant tout faire d'un coup, n'est-ce pas? Je me suis rendu compte en fait que beaucoup de tricoteurs expérimentés ne savaient pas ce que c'était que le museling. Vous savez, moi je tâche pas mal d'importance au choix de la laine et j'aimerais que plus de monde s'intéresse à la composition des fils plutôt que juste à la couleur de la base mérino, que tout le monde utilise la même. Du coup ça va dans ce sens. Pour moi un intérêt principal de se renseigner sur ce qu'on utilise, c'est de vérifier que la source d'où vient la laine a des pratiques correctes. Sauf si vous vous en moquez, mais bon ça c'est un autre problème. Et en particulier en ce qui concerne le museling. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une pratique qui consiste à couper une partie de la chair des moutons, des agneaux, sous la queue. Alors c'est pour éviter une infection. Et du coup, certains vont même jusqu'à dire que c'est fait dans l'intérêt du mouton, que voilà, c'est pour les sauver, c'est des bons samaritains. Bon déjà à un moment il faudrait accepter qu'on est responsable de la dépendance de certains animaux. À force de reproduction sélective on les a rendus inaptes et incapables de se débrouiller sans nous. Mais bon éventuellement si c'était un acte si bienveillant, on pourrait éventuellement voir au moins pas le faire sans anesthésie. Voilà, je vous passe les détails. Bref, c'est une pratique qui touche surtout à un certain type de mérinos. Gros mérinos avec beaucoup de laine qui ont tendance à avoir la peau ridée.
facilite l'infection. Alors, le museling est banni en Nouvelle-Zélande, aux dernières nouvelles. La plupart des sources péruviennes que je connais disent qu'ils ne pratiquent pas le museling, donc après en Amérique du Sud c'est pas mal. Les laine drops notamment qui viennent d'Amérique du Sud viennent de fermes qui ne pratiquent pas le muesli. Drops, ils ont d'autres problématiques, hein, notamment sur la production de leur patron. Et bon bref. Donc si en ligne de mire c'est plutôt la production australienne. Mais le problème c'est qu'il y a un tel désintérêt pour la traçabilité que on sait pas trop quoi penser. Donc, même si je me doute bien qu'une grosse partie de cette production industrielle part dans les industries textiles, juste il faut mentionner la provenance de la laine et le fait que ce soit une exception, que certaines marques ou certaines teinturières soient capables, parce que c'est pas forcément leur faute, hein, c'est pas c'est la faute à ceux qui sont en lien direct avec les fermes et qui peut-être ne donnent pas en tant que grossistes l'information aux teinturières qui achètent leur base chez eux. Mais le fait que ce soit une exception, que les marques et les teinturiers soient capables de dire et affirment haut et fort que leur laine provient de sources qui ne pratiquent pas le muesli, je trouve ça un peu dommage. Ça aide pas à se sentir en confiance en fait. Et j'aimerais qu'il y ait plus de transparence et que voilà, que cette info soit partagée, parce qu'après on se retrouve avec des gens qui connaissent pas du tout le muesli et qui savent pas ce que c'est. Et du coup ça... Le fait de, comme pour tout, hein, le fait de pas être au courant, ça permet tous les abus. Voilà, donc je voulais juste mentionner ça. Après vous avoir montré de la jolie laine. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'étiez pas au courant que ça se faisait, regardez, renseignez-vous auprès des marques chez qui vous achetez et voilà, et faites passer l'info, je sais pas, dites-le, c'est quand même... J'étais très surprise parce que c'est quand même quelque chose qui pour moi est une évidence, c'est tellement énorme. Je pensais que tout le monde savait que ça existait et que tout le monde était contre et que tout le monde refusait. C'était très naïf de ma part en fait, parce que non, même des tricoteurs expérimentés ne savent même pas, n'ont jamais entendu le mot. Et du coup, ouais. Voilà, du coup j'avais envie d'en parler, c'est tout. Voilà, donc je pense qu'on peut enchaîner sur un petit peu de filature. Alors du coup, comme j'ai passé une semaine sans pouvoir vraiment tricoter tout ce que je voulais, j'ai repris ma filature. Donc je file au fuseau et j'ai cette petite chose qui est un rouet électrique miniature en fait. Donc c'est Electric Eel Wheel Mini qui est très mignon, qui fonctionne bien et qui est un très bon outil pour apprendre et pour me faire patienter avant d'avoir le rouet que je veux. Donc même si ça a ses limites, ça fonctionne et c'est quand même très agréable de filer dessus. J'avais commencé il y a un petit moment à filer ceci, donc qui est du mérino teint, filé en Italie, en cette couleur lavande. C'était ma première filature sérieuse sur ce petit rouet. Donc mon principal problème c'est la torsion. Je n'arrive pas à mettre suffisamment de torsion dans le fil pour qu'il soit bien résistant. Là c'est un peu mieux que ce que j'avais fait au début. Mais donc là j'ai fait un retors à 2 brins. Voilà. Donc c'est assez joli, c'est un peu duveteux parce que je suis encore en train d'essayer de m'adapter la manière dont je tire les fils en fait. Donc le mérino était peigné, mais comme je cafouille un peu et je sais pas trop quoi faire de mes mains, j'ai tendance à mettre beaucoup d'air dans le fil et du coup ça donne quand même un effet un peu duveteux, irrégulier, qui est très joli, hein, vraiment, enfin, je trouve
J'ai fait un fil qui est très joli, j'ai 2 petits écheveaux. Et j'ai voilà, fait un retors à 2 brins. Il me restait de la single et je voulais essayer de la faire en chain ply ou Navarro ply. Donc c'est les fils qui sont tordus en chaîne de crochet. En fait, on fait une chaîne comme un crochet et on tord ça ensemble. Ça fait un fil à 3 brins. C'est très intéressant pour garder les motifs de couleurs si on fait de l'autorayante par exemple, plutôt que d'avoir un fil à 2 brins avec 2 couleurs différentes qui se retrouvent au même endroit. Faire le chain ply, ça respecte les motifs de couleurs, ça permet de mieux contrôler. Je me rends compte que c'est plus facile de vous montrer ce que c'est que le chain ply. Donc hop, imaginez que ça c'est un single que j'ai filé. En fait, on fait comme une chaîne au crochet, donc on fait une espèce de boucle, là. On attrape le fil, on tire, on attrape un fil, on tire, vous voyez, ça fait une chaîne comme au crochet. Et du coup, ça vous fait un fil à 3 brins, rond, et du coup, ces 3 brins viennent du même endroit, donc c'est pour ça que c'est facile de respecter les sections de couleurs quand on retord les singles comme ça. Et ça donne un fil très rond avec une texture intéressante et j'aime beaucoup ça et je veux vraiment faire ça. Mais mon single est trop faible, il faisait que se casser, c'était insupportable, donc je l'ai laissé tomber. Et j'ai fait un retors à 2 brins qui est quand même joli. Mais voilà, il faut vraiment que j'arrive à trouver le bon réglage sur ce rouet pour avoir plus de torsion. Le souci c'est que c'est tout petit, le moteur est un peu limité et du coup je me retrouve à avoir une tension très lâche, si vous ne savez pas, quand on file donc le flyer. Je suis désolée, je connais pas les termes en français. Je suis censée le connaître. Je crois qu'on dit flyer en français aussi en fait. Bon bref. L'entraîneur peut-être, l'entraîneur, je sais pas, tourne. Et la bobine tourne. Et en fait, ce qui fait que le fil rentre, c'est le fait qu'ils ne doivent pas tourner à la même vitesse. L'un des deux doit être bloqué. Donc il y a 2 manières de faire. Soit on bloque le flyer, donc c'est une tension irlandaise. Peut-être que je suis en train de les inverser. Bref, il me semble que la tension irlandaise, c'est le flyer qui est bloqué. Et la tension écossaise, c'est la bobine qui est bloquée. Je vais vérifier ça avant de dire une bêtise. Donc c'est bien ça, il y a un frein sur la bobine dans la tension écossaise. Bref. Du coup, comme le moteur est petit, enfin franchement il va vite, il est performant, il tient longtemps, je file relativement longtemps là-dessus sans que ça chauffe et sans qu'il ralentisse, donc je suis assez impressionnée sur ce point-là. Du coup j'ai l'impression que je suis obligée de le faire aller très vite, avec une tension très faible pour que le fil soit entraîné suffisamment lentement pour avoir assez de torsion sur mon fil. Voilà, et je sais même pas si là j'ai réussi à avoir quelque chose d'assez fort pour faire une chaîne ply. J'ai commencé à filer, vous voyez ma petite bobine, ceci qui est une tresse que j'avais acheté sur Etsy, donc Heavenly Woos, qui est une teinturière néo-zélandaise. Je suis pas sûre si sa boutique est toujours ouverte, ça fait très longtemps que j'ai ça. C'est du mérinos peigné et teint à la main dans ces couleurs. J'avais acheté, en fait j'avais fait des tissages avec et il me restait ça et j'avais envie de filer. Et voilà, donc j'ai commencé à faire ça. J'essaie de filer relativement fin et relativement égal, même si c'est pas limite. Mais voilà, j'espère que j'ai assez de torsion. C'est curieux parce que c'est vraiment un problème qui n'est pas... qui n'arrive pas facilement quand on file au fuseau. C'est-à-dire vous filez au fuseau, vous voyez. Si votre fil il est trop faible, votre fuseau il tombe. Donc de toute façon, voilà, c'est assez, je pense, pas évident d'avoir un fil trop faible. Ça arrive, ça m'est arrivé hein, en fait, mais c'est quand même plus facile à sentir. Alors que là, le truc il rentre et je ne sais pas s'il est suffisamment fort ou pas. Je fais le test, hein, des fois j'arrête, je regarde si le truc se retord et ça se retord plutôt bien. Mais j'ai voilà, des ajustements à faire
Je sais pas si ce serait plus facile avec un rouet manuel. J'ai tendance à penser que oui, puisque je sais pas, on est moins en train de se battre avec un moteur en fait. Et ouais, j'aimerais bien avoir le problème de trop de tension plutôt que pas assez. Trop de tension c'est pas forcément bien non plus parce que la laine elle repique et elle est pas équilibrée et ça part en biais quand on tricote. Mais j'ai juste envie d'avoir un joli fil, donc s'il fait que se casser, ça marche pas. Voilà. J'espère vraiment réussir à trouver le bon réglage sur ça. Voilà, donc petit à petit, j'apprends, j'essaie de devenir meilleure. J'espère vraiment que là... Voilà. On peut mettre pas mal de singles sur ces bobines en fait. Je suis assez surprise de leur capacité. C'est tout petit. Mais forcément après quand on retord, je sens quand même la limitation de place sur la bobine. Mais voilà. Mais c'est quand même agréable et j'ai vraiment envie de filer plus, surtout du coup pour reposer mes mains et mes coudes. Par rapport au tricot, j'ai vraiment envie de passer plus de temps à filer. Le deuxième candidat pour me distraire pendant que je m'interdisais de tricoter, c'était mon point de croix. Et ce modèle de Charts and Stuff que je fais, donc c'est un black work, donc c'est-à-dire que ce sont des motifs fins géométriques avec beaucoup de contours en fait, de détails de contours. Donc j'avais fait toutes mes croix et en fait là j'ai commencé, je sais pas si vous voyez, à faire ces motifs avec un seul fil, à tout reprendre, tout contourner et c'est vraiment... C'est assez impressionnant, c'est joli, c'est vraiment très joli et ça donne ces effets géométriques et c'est vraiment sympa de voir le modèle se dessiner et vraiment prendre forme parce que quand il y a juste, là vous voyez, quand il y a juste les croix, forcément ça fait vide, mais parce qu'il manque tout ça. Donc là vous voyez, j'en suis là. C'est long à faire forcément parce qu'il faut contourner toutes les croix qui ont déjà été faites. On tient un seul fil donc il a tendance à s'en mêler, mais bon, le rendu est juste super. J'ai reçu un mail, ouh, c'est la collection Stripes de Making Stories qui vient de sortir et qui est très très jolie. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Je vous en reparlerai peut-être davantage en futur, mais cette collection me plaît beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de sujets différents que je voulais aborder dans cet épisode. Ça va être long. J'espère que ça vous a quand même plu. Et j'ai hâte d'échanger avec vous sur les différents sujets que j'ai abordés. Merci pour votre soutien sur le pull Tolosa. Que ce soit au niveau des très jolis compliments que j'ai reçus à chaque fois que je le montrais, que ce soit pour votre aide si vous l'avez testé pour moi. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée puisqu'on se reverra en septembre. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!